Ron White, connu sous le nom de Ronnie dans son cercle intime, regardait une carte, mais ses pensées étaient ailleurs. Il ne pouvait pas s'empêcher de penser à la bombe qu'il avait entendue au sujet de Nicole, sa femme depuis 2 ans. Il avait cru que sa vie était plutôt douce, avec une épouse magnifique et dévouée en prime. Mais tout s'était effondré il y a seulement quelques heures. « Je déteste devoir te l'apprendre, mais ta femme te trompe », lui avait dit Bill Anderson, près de la société pharmaceutique où Ron travaillait en tant que chercheur. Ron ne voyait pas seulement Bill comme un collègue et un collègue respecté, mais comme un véritable ami. « Comment as-tu découvert ça ?» demanda Ron. Bill prit une gorgée de sa bière avant de tout révéler. « J'ai entendu des gars dans le labo en parler aux toilettes des hommes, » dit Bill. Il se vantait d'avoir flirté lors de la dernière fête de l'entreprise. Tout prenait maintenant sens. L'entreprise adorait organiser des fêtes pour les employés et leurs invités dans le salon des employés récemment rénové, un espace immense avec une scène pour la musique live et un écran géant pour les soirées cinéma. Pendant les heures de travail, il servait de salle de repos. La dernière fête avait eu lieu il y a seulement 2 semaines. Pendant environ 2 heures, Nicole avait disparu dans la nature. Quand elle était finalement réapparue, elle avait prétendu qu'on lui avait fait visiter les lieux. « Je suis désolé, mon pote, » dit Bill. « Je pensais que tu méritais de savoir. »« Merci, Bill, » dit Ron doucement. « Tu es un vrai ami. »« Pas de quoi, » répondit Bill. « Si j'étais à ta place, j'aimerais qu'on me mette au courant. »« Mais ne fais rien de précipité, d'accord ?» Ron rit. Les décisions hâtives étaient la dernière chose dont on aurait pu l'accuser. Peut-être naïf sur certains aspects, mais certainement pas impulsif. « Je ne le ferai pas », assura-t-il à son ami. Bill termina sa bière et tapota l'épaule de Ron en se levant. « Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas, » dit-il avant de partir. Ron hocha la tête et prit une autre gorgée de sa bière. Alors qu'il réfléchissait aux paroles de Bill, il fit le point sur sa vie, la rejouant dans son esprit comme un film. Ron était en dessous de la moyenne dans presque tous les aspects physiques. Mesurant 5 pieds 7 pouces, il était quelques pouces plus court que le gars américain moyen et pesait environ 145 livres. Son corps n'avait jamais vraiment pris de volume, le laissant physiquement plus faible que la plupart des gars de son âge et de sa taille. Ajoutez à cela son tempérament généralement calme, et vous pouvez comprendre pourquoi la première impression de la plupart des gens était qu'il était un peu faible. On pouvait compter sur les doigts d'une main le nombre de fois où il avait perdu son sang-froid, et même alors, il se contentait généralement de s'éloigner. Tout au long de sa vie, ses proches avaient profité de sa petite taille, de sa silhouette frêle et de son comportement discret. Ses frères, John et George, adoraient lui chercher des noix et le bousculer. Sa sœur Lisa, d'1 an son aînée, se joignait souvent à eux, mais n'était jamais aussi brutale que ses grands frères. Même ses parents se moquaient de lui et le faisaient se sentir moins homme. « Pourquoi ne peux-tu pas être comme les autres garçons ?» demandait sa mère June quand il refusait de traîner avec ses frères. « Parce que je ne suis pas comme les autres garçons, » répondait-il. « Pourquoi ne pourrait-il pas être plus comme moi ? Pourquoi ne pourrait-il pas ouvrir un livre de temps en temps au lieu de toujours courir après un ballon ? » Le seul dans sa famille qui ne lui causait pas de soucis était son grand-père, Mark White. Ron adorait rendre visite à ce vieil homme qui possédait la plus grande bibliothèque personnelle que Ron n'avait jamais vue. À l'âge de 12 ans, Ron avait lu tous les livres de la bibliothèque toujours croissante de son grand-père. Celui qu'il préférait était le récit classique de Robert Louis Stevenson, L'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde, écrit en 1886. Il était toujours étonné que les gens se trompent souvent sur l'histoire. Il aimait aussi lire des livres sur la science et dévorait tout ce qu'il pouvait trouver sur le sujet. Alors que les autres enfants de son âge se débattaient avec Dick et Jane, lui lisait Guerre et paix et des traités de biochimie. Son grand-père voyait quelque chose en Ron que personne d'autre ne voyait et a payé un test de QI. Quand les résultats sont arrivés, il était stupéfait. Avec un QI de 215, il a surpassé Albert Einstein et Stephen Hawking. Ron n'était pas seulement un génie, il entrait dans la catégorie des génies incommensurables. Avec les résultats du test de Ron en main, Mark a payé pour faire tester le jeune homme pour l'admission à Mensa,
même s'il était bien en dessous de l'âge minimum de 14 ans pour passer le test. Mark et Ron ont célébré avec de la glace et du gâteau lorsqu'il a été accepté dans l'organisation. Il n'était certainement pas le plus jeune à être accepté, mais il était très jeune. Pour la première fois de sa vie, Ron se sentait heureux. Mark l'encourageait à chaque occasion et lui a même acheté l'ordinateur personnel le plus puissant du marché. Ron passait la plupart de son temps libre sur Internet, lisant tout ce qu'il pouvait trouver. Il a décidé qu'il serait intéressant d'apprendre d'autres langues, et Mark lui a acheté des logiciels pour l'aider. Bientôt, Ron parlait couramment plusieurs langues, dont le russe, le grec, l'espagnol et le latin. Pour le plaisir, il a appris le klingon, bien que ce ne soit pas vraiment une langue réelle. Mark l'a rejoint et bientôt il conversait fréquemment dans cette langue, aux grandes dames de sa famille. « Papa, tu gâtes trop le garçon », a dit un jour le père de Ron, Bob, à Mark. Il doit apprendre quelque chose d'utile, pas passer toute sa vie dans ses livres. Le garçon est doué, Bob, a répondu Mark. Peut-être que si tu passais autant de temps avec lui qu'avec les autres enfants, tu le verrais. Fais-moi confiance, il réussira, et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour l'aider. Bien sûr, tout cela a conduit à quelques moments gênants à l'école. Par exemple, lorsque son professeur discutait de Shakespeare. « Quelle est ta réplique préférée d'Hamlet » a demandé un jour sa professeure à Ron en classe. « Teshpagtabe » a déclaré Ron en parfait klingon. Tout le monde le regardait avec stupeur, pensant qu'il avait perdu la tête. « Quoi » lui a demandé sa professeure. « Être ou ne pas être » a dit Ron. Ou en klingon original, « vivre ou mourir ». « Je vois » a répondu la professeure. Après le cours, la professeure a retenu Ron alors que les autres enfants partaient en riant. Elle réprimanda Ron pour sa farce et lui dit que si cela se reproduisait, il serait envoyé chez le directeur. « Je suis désolé » dit Ron en regardant le sol. « Qu'est-ce que c'était » demanda-t-elle. Ron sortit une copie d'Hamlet, traduite en klingon, et la lui tendit. Elle sourit en la regardant. « Essaye de rester fidèle à la version originale, d'accord » demanda-t-elle. « Je le ferai » répondit Ron. Bien sûr, Ron avait déjà lu l'intégralité de la pièce, ainsi que plusieurs autres écrites par le barde, car elle faisait partie de la vaste bibliothèque de son grand-père. Grâce à sa mémoire photographique, il les avait déjà toutes mémorisées par cœur. S'il lui demandait, il pourrait probablement toutes les lui raconter de mémoire. En rentrant chez lui après le dîner, ses parents et ses frères se moquèrent impitoyablement de lui à propos de l'incident. C'était l'une des rares fois où il était en colère. Il siffla quand ils ne se turent pas. « Qu'est-ce que c'est » demanda Lisa. Il la regarda avec colère. « Aujourd'hui est un bon jour pour mourir, » dit-il. Ses yeux s'écarquillèrent et elle s'éloigna lentement de lui. Ses frères se reculèrent également, se demandant si leur petit frère était assez fou pour agir sur ses paroles. Ils restèrent loin de lui pendant des semaines après cela. Mark continua à encourager Ron en lui achetant des manuels scolaires dans diverses matières. Ron s'intéressait à la chimie et à la biologie, en partie grâce à l'histoire de Stevenson, alors Mark acheta autant de manuels sur ces sujets qu'il le put. En observant son petit-fils, Mark réalisa que le garçon s'ennuyait en réalité à l'école. Il passait tous les tests que ses professeurs lui donnaient, souvent sans même étudier. Avec des contacts au conseil scolaire, Mark organisa pour que Ron passe les examens du diplôme d'études secondaires. Il était temps pour le garçon de relever un nouveau défi, pensa-t-il. « Êtes-vous sûr de cela » demanda le docteur Williams, le surintendant local. « Absolument » répondit Mark. « Le garçon est très doué, a un QI extrêmement élevé et s'ennuie franchement. Bon sang, il pourrait probablement donner ses cours. Je veux qu'il soit dans un environnement qui le mettra au défi. » « D'accord, Mark, » a dit le docteur Williams. « Amène le garçon, et je vais administrer le test moi-même. S'il s'en sort assez bien, je t'aiderai à le faire entrer à l'université. » Mark n'était pas trop surpris d'apprendre que Ron avait réussi le test en un temps record. « C'est la chose la plus étonnante que j'ai jamais vue, » dit le docteur Williams. « Je lui ai donné le test le plus difficile possible, et regarde,
Pas une seule erreur, dit Mark. Il a même écrit un essai de 3 pages sur la partie de chimie du test. Je ne suis pas du tout surpris, dit Mark. Écoute, je me suis permis de parler au doyen des admissions du MIT, dit le docteur Williams. Si cela te convient, j'aimerais voir si nous pouvons l'admettre. C'est une excellente école pour la chimie et la biologie. Faisons-le, dit Mark. Cela a demandé un peu d'effort, mais une fois que le doyen a vu le dossier de Ron, qui comprenait un test de QI, ses activités à Mensa et le test que le docteur Williams lui avait donné, il a hésité, et bientôt Ron était en route pour le MIT. Ron et Mark étaient ravis, mais sa famille n'était pas impressionnée. « Alors tu crois que tu es meilleur que les autres ?» demanda John, alors que Ron rassemblait ses affaires. Ron le regarda. « Non, dit-il, peut-être un peu plus intelligent, mais pas meilleur. »« Ouais, on verra ce que les livres t'apporteront, » dit John d'un ton moqueur. George était plus direct. « N'oublie pas, » dit George, « la vengeance est un plat qui se mange froid. Tu auras ce que tu mérites un jour. » Ron l'ignora et continua à faire ses bagages. Ses parents ne lui dirent rien, ni ne le serrèrent dans leurs bras pour lui dire au revoir. Lisa n'était pas beaucoup mieux, mais lui fit quand même un câlin. Ron sortit de la maison avec ses affaires et des larmes aux yeux quand Mark vint le chercher. Mark avait prévu de conduire Ron à l'école pendant quelques jours. « Pourquoi ma famille me déteste-t-elle » demanda Ron à Mark en conduisant. « Ils ne te détestent pas, » répondit Mark. « Ils ne te comprennent simplement pas. Ils pensent que tu leur rappelles leurs propres lacunes. »« Que veux-tu dire, grand-père » demanda Ron. « Tu as un grand intellect, Ron, » dit Mark. Cela les effraie. Cela les effraie et les fait se sentir inférieurs. Pense à toutes les histoires et livres que tu as lus. Sûrement tu peux comprendre. Je suppose que si, grand-père, dit Ron. Mais ce serait agréable de savoir que ma famille m'aime vraiment. Eh bien, je t'aime, dit Mark. Et je suis foutrement fier de toi. Je sais que tu vas accomplir de grandes choses un jour. Merci, grand-père, dit Ron. Je t'aime aussi. Ainsi, à l'âge de 14 ans, Ron est devenu étudiant au MIT, même s'il était trop jeune pour conduire. Il travaillait dur, lisait tout ce qu'il pouvait trouver, mémorisant tout par cœur. La plupart des autres étudiants l'évitaient, mais certains sont devenus de bons amis. Mark, qui était très riche, a créé un fonds pour Ron qui payait ses frais de scolarité et toutes ses dépenses. Il a également arrangé pour que Ron reçoive une belle allocation chaque mois. Ron a lu sur l'investissement et a mis en pratique une partie de ce qu'il avait appris. En conséquence, il était bien parti pour gagner une belle somme d'argent. Lorsque le moment est venu, Ron a utilisé une partie de l'argent pour acheter une nouvelle voiture. Mark a approuvé l'initiative de Ron et lui a donné quelques conseils qu'il avait appris au fil des ans. Pendant ses études au MIT, Ron a fait plus que simplement étudier. Inspiré par les écrits de Stevenson, il a lancé son propre projet de recherche privée. Ron croyait que la science pouvait résoudre tous les problèmes de l'humanité et se demandait s'il existait quelque chose qui pourrait donner un avantage aux personnes handicapées physiquement comme lui sans transformer le patient en machine à tuer ou en monstre incontrôlable sous stéroïdes. Tout cela n'était encore que hypothétique à ce stade, mais c'était une idée à laquelle il n'avait jamais renoncé. Ses recherches sur Internet l'ont conduit au travail du docteur Franklin Steiner, qui avait réalisé des avancées significatives dans le domaine. Selon l'hypothèse de base de Steiner, chacun de nous possède différents mécanismes de défense qui nous aident à faire face à des situations extrêmes. Parfois, nous avons recours à une version alternative de nous-mêmes, que l'on pourrait appeler un alter ego, si vous voulez. Cet alter ego peut se manifester de nombreuses façons différentes. Par exemple, une personne normalement calme et discrète peut soudainement devenir exubérante, arrogante et autoritaire. Ceux qui ne sont pas familiers avec le comportement de cette personne auront soudain une opinion très différente de lui ou d'elle. Comme l'a expliqué Steiner, chacun de nous a une bête intérieure qui sommeille en nous. Son traitement aide à faire ressortir cette bête pour aider le patient à faire face à une situation particulière. Une fois la source de stress disparue, la bête disparaissait et la personne pouvait, en théorie, reprendre sa vie comme d'habitude. Selon Ron,
Cela pourrait conduire à l'émergence d'une Hyde intérieure, un être possédé par une soif de destruction que rien ne pouvait contenir. Non, décida Ron, sa solution devait être plus permanente, mais sans les effets secondaires destructeurs et potentiellement mortels. Naturellement, rien de tout cela n'était approuvé par la Food and Drug Administration, mais Steiner prétendait avoir mené plusieurs essais humains réussis. Néanmoins, Ron était intrigué par le travail de Steiner et promit de lui rendre visite un jour après l'obtention de son diplôme de fin d'études secondaires. À l'âge de 18 ans, Ron avait obtenu son premier doctorat et 1 an plus tard, à la surprise de tous, son deuxième. Ron avait également obtenu une ceinture blanche de karaté, principalement en raison de la discipline mentale et de la forme physique qu'il appréciait tant. Mark, bien sûr, n'était pas surpris et célébrait toutes les réalisations de son petit-fils. Comme toujours, Mark assistait à toutes les cérémonies de Ron. Cependant, aucun des autres ne l'accompagnait. Ron écrivit plusieurs fois à sa famille pendant son séjour, mais ne reçut jamais de réponse. Il n'envoyait même rien pour Noël ou son anniversaire, mais Mark le faisait toujours. Pendant ce temps, Ron envoya des CV à plusieurs entreprises et eut plusieurs entretiens Skype avec des employeurs potentiels. Il reçut plusieurs offres d'emploi, mais après mûre réflexion, il décida d'accepter une offre d'une très grande et réputée entreprise pharmaceutique à une demi-heure de chez lui. L'entreprise disposait non seulement d'un immense centre de recherche, mais offrait également le meilleur package de rémunération parmi toutes les offres qu'il avait reçues. C'est à ce moment-là que Ron rencontra Nicole. Nicole, fraîchement sortie du lycée, travaillait comme serveuse dans un dîner que Ron aimait visiter lorsqu'il voulait s'échapper du campus. Elle était toujours si gentille avec lui, et il trouvait qu'il était très attiré par elle. Il lui avait fallu un certain temps, mais il avait finalement rassemblé le courage de l'inviter à sortir, et à sa grande surprise, elle avait accepté. Elle était impressionnée qu'un si jeune homme puisse obtenir un deuxième doctorat du MIT. C'était un homme qui avait de l'avenir, pensait-elle. Et, elle pensait, il serait celui qui pourrait la sortir de l'enfer dans lequel elle se trouvait. Elle était tombée amoureuse de lui avec le temps, mais surtout, elle aimait beaucoup l'idée qu'elle pourrait s'accrocher à un homme aussi réussi. Bien sûr, Ron ne le savait pas à l'époque, et avait réussi lui aussi à tomber amoureux d'elle, et avait été choqué lorsqu'elle avait accepté sa demande en mariage. Cela avait été grandement facilité par la grosse bague en diamant qu'il lui avait proposée. Mark avait été ravi d'apprendre la nouvelle. Non seulement Ron avait obtenu son emploi de rêve, mais il allait se marier. « Ron, tu sais que tu as beaucoup d'actifs à prendre en compte, dit-il. Je suis sûr que Nicole est une fille gentille, mais je pense vraiment que tu devrais établir un contrat de mariage pour te protéger. » « Tu as raison, grand-père, répondit Ron. Je n'y avais pas pensé. Écoute, mon fils, dit-il. Je vais demander à mon avocat de mettre quelque chose en place pour toi, d'accord? C'est génial, merci, dit Ron. L'avocat de Mark rédigea un accord qui était équitable pour les deux parties, mais qui protégeait les finances de Ron en cas de divorce. Il précisait également ce qui se passerait en cas d'infidélité. Après l'avoir relu, Ron le présenta à Nicole. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. « C'est ce qu'on appelle un contrat de mariage », expliqua Ron. « Il est conçu pour nous protéger tous les deux en cas de divorce. Je ne prévois rien, mais tu sais que près de la moitié des mariages se terminent par un divorce. » « Eh bien, d'accord, » dit-elle et signa les documents. Ron renvoya les papiers à Mark. Maintenant, il avait tout prêt. Il allait bientôt obtenir son diplôme, ramener Nicole à la maison, l'épouser, puis partir à Hawaï pour sa lune de miel et revenir pour commencer une nouvelle vie avec un nouveau travail et une nouvelle épouse. Pendant ce temps, Mark avait acheté une belle maison à 2 étages avec un sous-sol complet pour Ron et sa nouvelle épouse. Ron avait proposé de payer pour cela, mais Mark avait refusé, appelant cela un cadeau de mariage. Mark savait que Ron avait toujours voulu un sous-sol qu'il pourrait transformer en laboratoire domestique. Les prochains mois passèrent rapidement pour Ron. Après avoir obtenu son deuxième doctorat, il sortit Nicole de l'appartement qu'elle partageait avec sa sœur aînée. Mis à part des vêtements, Nicole n'avait rien, pas même une voiture. Elle se déplaçait partout en petit scooter.
Ron chargea ses affaires, y compris le scooter, dans la remorque U-Haul avec tout le reste et rentra à la maison. Les yeux de Nicole s'agrandirent en voyant la maison que Mark avait achetée pour eux. Elle n'avait jamais vécu dans une si belle maison auparavant. Ron était impressionné. La maison était belle, mais pas trop extravagante, avec un joli jardin et un porche couvert. Mark avait même acheté de nouveaux meubles pour qu'ils puissent commencer à vivre dedans. Ils déchargèrent la voiture et mirent rapidement tout à sa place. Ron mit le scooter dans le garage et promit d'acheter une voiture à sa nouvelle épouse à leur retour d'Hawaï. Quelques jours plus tard, Ron emmena Nicole rencontrer Mark et sa famille chez ses parents. Ron ne savait pas à quoi s'attendre car cela faisait si longtemps qu'il n'avait pas eu de leurs nouvelles. Mark les prit tous les deux dans ses bras et salua Nicole. Les parents de Ron restèrent en retrait et ne lui dirent pas grand-chose, si ce n'est de commenter à quel point il était maigre. Ils prirent cependant Nicole dans leurs bras et la saluèrent également. « J'espérais voir quelque chose de votre part pendant mon absence, » dit Ron. « Cela fait quoi, 4 ou 5 ans? Je sais que je vous ai envoyé mon adresse. »« Je suis désolé, » dit le père de Ron. « Tu sais que je ne suis pas fan d'écrire. »« Même pas une carte de Noël ?» demanda Ron. « Nous sommes tellement occupés que nous oublions, » dit la mère de Ron. « Nous ne sommes pas vraiment du genre à envoyer des cartes et tout ça. Tu sais comment c'est. »« Oui, je pense comprendre, » dit Ron. Ses frères et sœurs entrèrent dans la pièce. George et John firent un signe de tête à Ron et regardèrent Nicole. Tous les deux ressemblaient à des copies miniatures de leur père dans leurs chemises usées et leurs jeans sales. Aucun des deux ne semblait s'être rasé récemment et ils avaient une légère barbe naissante. « Eh bien, » dit George avec un sourire en coin. Les petits coquins se sont trouvés une petite amie. Il s'approcha de Nicole et semblait l'examiner. « Elle est mignonne. Arrêtez ça, vous deux, » dit-il. « Montrez un peu de respect pour la fiancée de votre frère. » Il se tourna vers Bob. « Ta mère sera très déçue si elle voit ça. » Bob fit la grimace et regarda le sol. « Le grand patron prend toujours la défense de « cerveau », dit John. « Je suppose que certaines choses ne changent jamais. Eh bien, si vous montrez un peu d'initiative, je vous aiderai comme j'ai aidé Ron, » dit Mark. « Et comme j'ai aidé Lisa. Mais vous semblez content de pousser un balai et une serpillière. » Ron regarda ses deux frères aînés. « Quoi ?» demanda-t-il avec un sourire. « Vous deux, des concierges? Vraiment? Après tout ce blabla sur le fait que vous étiez des stars du football? Ne me dites pas que vous vivez toujours chez vos parents, n'est-ce pas? Et, l'un et l'autre, ça aide à payer les factures, dit George. Où est Lisa? Demanda Ron à sa mère. Elle a déménagé il y a un moment, dit la mère de Ron. Elle a pris un appartement et va étudier pour devenir infirmière. Elle m'a demandé de te donner ses coordonnées. Elle habite toujours en ville. Elle tendit à Ron une carte avec le numéro de téléphone et l'adresse de Lisa écrit dessus. Alors, j'ai entendu dire que tu as trouvé un emploi, dit Bob en se tournant vers Ron. Oui, répondit Ron. Je vais travailler en tant que chercheur dans un laboratoire pharmaceutique. Bob hocha la tête. Bien, dit Bob. Je suis content pour toi. Vraiment. Alors, vous allez venir au mariage? Demanda Ron. Ou vous allez aussi le rater? Nous serons là, dit sa mère. Ron regarda ses frères avec dégoût. N'oubliez pas de vous doucher, de vous raser et de mettre des vêtements propres, leur dit-il. George regarda Ron avec haine dans les yeux. Souviens-toi de ce que je t'ai dit quand tu es parti, sans de bourbe, dit-il. Il regarda Nicole avec un sourire maléfique sur le visage. Je n'ai jamais oublié, dit Ron. Rappelle-toi, j'ai une mémoire photographique. Il se tourna et fit signe à Nicole de partir. C'est vraiment bien de te voir, Ron, dit sa mère en partant. Ron hocha simplement la tête en sortant de la maison. Je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé, dit Mark en sortant. J'aurais dû te prévenir. Je pensais qu'après tout ça, il te traiterait au moins avec respect. Je ne sais pas si je veux qu'il vienne au mariage, dis-je. Il est hors de question que cela se produise. Ron, ce sont ta famille, dit Mark. Bonne, mauvaise ou indifférente. Est-ce que je vais aussi recevoir de la part de Lisa? Demanda Ron.
Marc secoua la tête. Non, dit Marc. Elle a beaucoup évolué depuis ton départ. Je pense que tu seras surpris. Je te parlerai plus tard. Je dois parler à ces gens et mettre la situation sous contrôle. Il regarda Nicole et la serra dans ses bras. Pardonne-leur, s'il te plaît, dit-il. Après que Ron et Nicole soient montés dans sa voiture, ils partirent. Est-ce avec ça que tu as dû grandir? Demanda-t-elle. Ron hocha la tête. Oui, mais ce n'était pas si terrible, dit Ron. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Quand ils rentrèrent chez eux, Ron sortit son téléphone portable et appela le numéro qu'il avait pour Lisa. Elle répondit au deuxième appel. Lisa, c'est Ron, dit-il. Ronnie, s'exclama-t-elle. Es-tu rentré maintenant? Oui, je suis rentré, dit-il. Écoute, je ne suis pas loin de chez toi. Ça te dérange si je viens te voir quelques minutes? Demanda-t-elle. Bien sûr, répondit-il. Super, dit Lisa. Je serai là avant que tu ne t'en rendes compte. Tu sais où j'habite? Demanda-t-il. Oui, j'étais avec grand-père quand il a choisi un endroit pour toi. J'espère que ça te plaît, dit-elle. Oui, j'aime bien, dit Ron. C'est bien, dit-elle. Je te vois dans quelques minutes. Environ 15 minutes plus tard, Ron vit une Toyota rouge entrer dans l'allée. Lisa sortit de la voiture, portant son sac, et se dirigea vers la porte d'entrée. Ron était devant elle et avait déjà ouvert la porte. Lisa posa le sac par terre et serra Ron très fort. Ron fut surpris, mais la serra quand même. C'est tellement bon de te revoir, Ronnie, dit-elle. Il est bon de te voir aussi, Lisa, répondit-il. Il l'a présentée à Nicole et les deux filles se sont serrées dans les bras. Bienvenue dans la famille, Nicole, dit Lisa. C'est un plaisir de te rencontrer. Moi aussi, répondit Nicole. Lisa tendit un paquet à Ron. Il regarda à l'intérieur, trouva un plat en verre avec quelque chose dedans, et regarda sa sœur à nouveau. Ce n'est rien d'extraordinaire, mais j'ai pensé que tu voudrais essayer le gratin de thon, dit Lisa. Je sais que tu adorais ce plat quand tu étais enfant. Elle l'est toujours, dit Ron. Merci. Cela nous évitera de cuisiner le premier jour ici. Entre et installe-toi, je t'en prie. Il emporta le gratin dans la cuisine et le déposa à la porte d'entrée. Il le porta dans la cuisine et le mit dans le réfrigérateur. Tu veux boire quelque chose? Coca-Cola? Café? De l'eau me conviendrait, dit Lisa. Moi aussi, dit Nicole. S'il te plaît. Bien sûr, dit Ron, en attrapant 3 bouteilles d'eau. Il les rapporta et s'assit à côté de sa fiancée. Tu es belle, Lisa, dit Ron. Tout va bien? Oui, répondit-elle. J'étudie pour devenir infirmière et je travaille à mi-temps à l'hôpital. J'ai un prêt étudiant et mon grand-père a mis en place un fonds pour m'aider avec le loyer et les charges, donc je m'en sors bien. J'ai entendu dire que tu as trouvé un bon travail. Oui, en effet, dit Ron. Je commencerai à travailler juste après notre retour de voyage de noces. Je suis tellement contente de l'apprendre, dit-elle. Elle hésita un moment. Es-tu déjà entré dans la maison? Oui, nous venons tout juste d'y rentrer il y a peu de temps, dit Ron. Que se passe-t-il? Je n'ai plus de nouvelles de personne depuis environ 5 ans. Et quand je rentre chez moi, j'ai l'impression qu'ils se fichent de moi. Maman et papa n'allaient pas très bien, dit-elle. Environ 1 an après ton départ, l'usine a fermé et papa a perdu son emploi. La seule chose qu'il a pu trouver était un poste de concierge. Ensuite, les garçons se sont blessés en jouant au football et ont perdu leur bourse. Alors ils ont commencé à travailler avec leur père, faisant le ménage de nuit. Après l'obtention de mon diplôme, maman et papa ont dit qu'ils pouvaient rester et transformer le sous-sol en appartement s'ils ne voyaient pas d'inconvénient à participer aux tâches ménagères. Et ils ont accepté. Et c'est pour ça que tu as quitté la maison? Demanda Ron. Eh bien, c'était le début, dit-elle. Je ne voulais pas travailler avec les garçons comme femme de ménage. J'ai toujours voulu être infirmière, mais papa a dit qu'il ne pouvait pas se permettre de payer la formation. Grand-père m'a aidé à obtenir un prêt étudiant et m'a aidé à m'installer pour que je puisse partir de là-bas. Tu aurais pu rester à la maison? Tu aurais pu rester à la maison? Demanda Ron. Elle secoua la tête.
Non, dit-elle. Tu sais que les garçons ont toujours été des abrutis. Je suis désolée, dit-elle en regardant Nicole. J'ai entendu pire, dit Nicole. Lisa continua. Eh bien, ils ont rénové le sous-sol pour les garçons, dit Lisa. Et tous les trois, papa, John et George, sont devenus encore plus abrutis. Grand-père a proposé d'aider les garçons, mais tout ce qu'ils veulent faire, c'est jouer au ballon et courir après les filles. Puis je les ai surpris en train d'amener les filles dans le sous-sol. Quelquefois, j'ai même vu papa se joindre à eux. L'endroit empestait. Je ne pouvais plus supporter et je suis parti. Et maman laissait faire ? Demanda Ron. Elle n'était pas enchantée, mais après que papa lui ait dit ses 4 vérités, elle a arrêté de dire quoi que ce soit, dit Lisa. Je pense qu'elle a peur de perdre leurs revenus si elle divorce de papa. Elle resta silencieuse un moment, et Ron réalisa qu'elle avait quelque chose d'autre en tête, mais qu'elle ne voulait pas en parler. Ron décida de ne pas aborder le sujet pour l'instant. Puis elle regarda Nicole. « Écoute, je serai libre demain après-midi, dit-elle. Tu veux aller faire du shopping ? Peut-être qu'on pourra trouver ce dont tu as besoin pour le mariage. » Ça a l'air amusant, dit Nicole. Mais je n'ai pas beaucoup d'argent. Ne t'inquiète pas, dit Ron. Je te prêterai ma carte de crédit. Mais ne vide pas tout, d'accord ? Nicole et Lisa rirent. J'essaierai de ne pas tout dépenser. J'essaierai, dit Nicole avec un sourire. Elles passèrent la journée suivante à faire du shopping pour des robes et tout ce que les femmes veulent pour un mariage. Nicole s'est fait coiffer et les ongles faits, et les filles ont apprécié un délicieux repas. En fin d'après-midi, elles sont finalement rentrées chez elles, et Ron était submergé par tous les paquets qu'il avait sortis de la voiture de Lisa. Il a également remarqué que les 2 filles semblaient bien s'entendre, et cela lui a fait plaisir. « Je t'accompagnerai faire les magasins pour ton smoking demain après-midi, grand garçon, a dit Lisa à Ron. Ron la regarda avec surprise. Grand garçon, se demanda-t-il. D'où ça sortait ? Eh bien, d'accord, dit-il. Le lendemain, elle arriva vers 1h, et ils se rendirent en ville où Ron a été chercher un smoking. En chemin, Lisa remarqua que Ron regardait constamment autour de lui, nerveux à propos de quelque chose. « Qu'est-ce qu'il y a, Ron ?» demanda-t-elle. « J'attends juste que quelque chose surgisse et me recouvre d'encre indélébile ou quelque chose du genre, » répondit-il. Elle rit. « Tu crois que je ferais ça ?» demanda-t-elle. « Tu l'aurais fait avant que je parte à l'université, » dit-il. Elle détourna le regard, embarrassée. « Étais-je vraiment si méchante avec toi ?» demanda-t-elle. « Vous l'étiez tous, » dit-il. Tu n'étais pas aussi méchante que George et John, mais tu semblais toujours être d'accord avec tout ce qu'ils faisaient. Je n'ai jamais compris pourquoi vous me détestiez autant. Je suis désolée, Ron, dit-elle. Je ne t'ai jamais détesté, et je suis désolée si tu as eu cette impression. Alors pourquoi ? Demanda Ron. Pourquoi étiez-vous tous si méchants avec moi ? Je ne peux pas parler pour les garçons, dit-elle. J'étais un peu jalouse de toi, et je suivais pratiquement George et John. Maintenant que tu en parles, je pense avoir été plutôt méchante avec toi. Mais tout cela est du passé maintenant. J'aimerais apprendre à te connaître vraiment, si ça ne te dérange pas. Enterrer la hache de guerre, pour ainsi dire. Alors qui es-tu, et qu'as-tu fait à ma sœur ? Et pourquoi es-tu jaloux de moi ? Demanda Ron en riant. Elle rit avec lui. Tu as toujours été si intelligent, dit-elle. Et grand-père a toujours pris ta défense. Je me souviens que tu passais beaucoup de temps à lire ces livres. Tu ne te lassais pas de tous ces livres dans sa bibliothèque. Et quand vous avez commencé à vous parler en Klingon, j'ai ressenti une connexion entre vous que ni l'un ni l'autre n'avait. Est-ce que vous continuez à le faire ? Parler Klingon ? Ron a ri. Pas si souvent maintenant, a-t-il dit. Mais c'était amusant. Croyez-moi, vous n'avez pas vraiment connu Shakespeare tant que vous ne l'avez pas lu en Klingon, a-t-il ajouté, faisant référence à une réplique d'une scène du film Star Trek. Ils ont tous les 2 ri, se remémorant cet incident de ces années de lycée. Après son essayage, ils se sont arrêtés pour une collation et ont poursuivi leur conversation. Nicole semble être une fille très gentille, a dit Lisa. Je suis contente que tu aies trouvé quelqu'un qui t'aime. Merci, a-t-il dit. Et toi ?
Y a-t-il un monsieur parfait dans ta vie? En quelque sorte, a-t-elle répondu. Je fréquente quelqu'un en ce moment. Je ne sais pas où cela va nous mener, mais les choses vont bien pour le moment. 7. J'ai eu l'impression hier qu'il se passait autre chose avec toi, Ron. Est-ce que tout va bien avec ta famille? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Lisa baissa les yeux, son visage légèrement rougi. Oui, mais je ne suis pas prête à en parler pour le moment, dit-elle. Je suis juste reconnaissante que grand-père était là pour moi. Ron hocha la tête avec compréhension. Eh bien, si tu as envie d'en parler, je serai là, dit-il. Lisa sourit, le regardant. Merci, Ron, dit-elle. Je le ferai probablement. Le mariage s'est bien déroulé pour Ron et Nicole. Sa sœur était venue de l'Est et avait agi en tant que demoiselle d'honneur. Le témoin de Ron était un vieil ami de lycée à lui. Mark a conduit Nicole jusqu'à l'hôtel avec joie. Lorsque le moment est venu, Ron a relevé son voile et l'a embrassée pour la première fois en tant que son mari. Ron a ressenti un goût légèrement amer pendant le baiser, mais il l'a chassé de son esprit. C'était probablement juste les nerfs, pensa-t-il. La réception, pour la plupart, s'est également bien passée. Ron a dansé avec sa nouvelle épouse, bien sûr, suivi de sa mère et de Lisa. George, John et son père ont aussi dansé avec Nicole. Alors qu'ils étaient assis à table, Ron a été approché par ses frères. George a dit, « Eh bien, qu'est-ce que c'est? Tu l'as vraiment fait. Tu as vraiment passé le cap. » Il regarda Nicole et se saisit de son entrejambe. « Souviens-toi, si tu veux un vrai homme, cherche-moi, » lui dit-il avec un sourire narquois. John sourit également. Ron, cependant, n'était pas d'humeur à plaisanter et se leva de sa chaise. George le regarda. « Tu vas jouer à Cool Mood Blood? Si tu veux jouer, fais-moi signe. »« Reste juste loin de moi, » dit calmement Ron, regardant George droit dans les yeux et serrant les poings. George sembla sentir un changement chez son petit frère et décida prudemment de ne pas insister. « Et, je plaisantais juste, » dit-il en souriant. Il se tourna, salua John de la main et sortit de la salle de réception. À ce moment-là, Lisa s'approcha et donna une accolade à son frère. « Je suis tellement heureuse pour toi, Ron, » dit-elle. « Ne fais pas attention à ces idiots. »« Merci, Lisa, » dit-il. Elle se tourna vers Nicole, l'étreignit et l'embrassa sur la joue. Nicole lui rendit l'appareil. Quand Lisa partit, Bob et June s'approchèrent d'eux. Bob sourit et serra la main de Ron. « Tu as bien agi, mon fils, » dit-il. « Je suis heureux pour toi. »« Félicitations. »« Merci, papa, » dit Ron. Bob sourit en serrant Nicole dans ses bras. « Bienvenue dans la famille, » lui dit-il. Elle le serra à son tour et le remercia pendant que June étreignait Ron. « Je suis aussi très heureuse pour toi. »« Je suis heureuse pour toi aussi, » dit June à Ron. « Félicitations. »« Merci, maman, » dit Ron. Elle étreignit et embrassa Nicole, qui lui rendit l'étreinte. Mark exprima également ses meilleurs vœux. « Je suis tellement fier de toi, mon fils, » dit-il. « Tu as une bonne femme. Prends bien soin d'elle. »« Je le ferai, grand-père, » dit Ron. « Merci pour tout. » Mark étreignit également Nicole et la bienvenue dans la famille. Ensuite, Ron et Nicole se rendirent à la maison. Ils prévoyaient d'y passer la nuit avant de s'envoler pour Hawaï pour leur lune de miel tôt le matin. À leur retour, Ron retourna au travail et se plongea rapidement dans le développement de nouveaux médicaments pour aider à soigner les malades. En même temps, il commença à mettre en place son propre laboratoire à domicile pour pouvoir mener des recherches personnelles. Environ 2 mois après son retour d'Hawaï, Nicole lui a parlé de son envie de retourner à l'école pour obtenir un diplôme en soins infirmiers. « Je trouve que c'est une excellente idée, » a dit Ron. « Pourquoi ne vas-tu pas au collège où étudie Lisa et t'inscrire? Ne t'inquiète pas pour les frais. Apporte-moi simplement les documents et je m'occuperai de tout. » Elle l'a enlacé et l'a embrassé. « Oh, merci beaucoup » s'est-elle exclamée. « J'y vais demain. Lisa a dit que les inscriptions commencent bientôt, donc je vais m'inscrire. Je crois qu'elle a dit qu'un diplôme de 2 ans coûte environ 18 000 $. Est-ce que ça te va? » Bien sûr, a répondu Ron.
Et si tu décides de poursuivre au-delà du cursus de 2 ans, fais-moi signe. Tu es le meilleur mari du monde, a-t-elle dit. Merci, merci, merci. Attends juste ce soir. Ron a souri. Je te tiendrai au courant, a-t-il dit. Pendant l'année et demie suivante, Nicole s'est concentrée sur ses études. De nombreux cours avaient lieu le soir, et elle a dit à Ron qu'elle et certains autres étudiants se retrouvaient pour étudier après les cours. Ron a regardé ses manuels scolaires et a réalisé qu'elle avait beaucoup à apprendre en peu de temps. Il a donc fait de son mieux pour rattraper les cours manqués, et a aidé sa femme à cuisiner et à faire le ménage. Le soir, lorsqu'elle n'était pas à la maison, il travaillait également sur son propre projet. À ce stade, il disposait d'un laboratoire domestique entièrement équipé et avait réalisé des progrès considérables dans ses recherches. Après avoir testé quelques formules sur des rats de laboratoire, il a décidé qu'il était sur le point de commencer des essais sur l'homme. Il a réfléchi à cela un moment avant de décider de tester la formule sur lui-même. Sans surprise, la formule a fonctionné. Quelques jours après s'être injecté une très faible dose de la formule, Ron a remarqué un changement notable en lui. Sa masse musculaire avait augmenté d'environ 3% et il se sentait plus confiant que jamais. Malheureusement, les changements physiques n'ont duré que quelques heures. Ron a réalisé qu'il devrait soit augmenter la dose, soit continuer à s'injecter tous les jours, peut-être plusieurs fois par jour. Mais il se demandait, quel serait le résultat final? À ce moment-là, Ron a également remarqué que la fréquence des moments de divertissement entre lui et Nicole avait considérablement diminué. Ron a réalisé que ses études étaient stressantes et exigeaient beaucoup de travail, mais elle semblait passer plus de nuits dehors qu'à la maison. Et il a réalisé qu'elle ne rentrait souvent chez elle qu'à minuit ou plus tard. Elle était aussi devenue plus irritable envers lui ces derniers mois. Lorsqu'il mentionnait la diminution de la fréquence de leur divertissement, elle se fâchait et disait que tout son temps était absorbé par ses études. Elle avait toujours l'air fatiguée et se plaignait de maux de tête. Un soir où Nicole n'était pas rentrée, il décida d'en parler à Lisa. À ce moment-là, elle avait obtenu son diplôme et travaillait à temps plein à l'hôpital. « Lisa, dit-il, pourrais-tu éclairer ma lanterne à ce sujet? Elle semble partir presque chaque nuit avant minuit ou plus tard. Je sais que le programme est compliqué, mais est-ce que cela prend vraiment autant de ton temps? » « Oh, oui, dit-elle. C'est un programme très exigeant, et il y a une énorme quantité d'informations à assimiler en très peu de temps. J'ai passé de nombreuses soirées tardives dans l'espace commun à étudier avec mes camarades de classe. Pourquoi, demandes-tu? Soupçonnes-tu qu'elle fait autre chose? Je ne sais pas, dit Ron. Je ne veux pas l'accuser à tort. Bonne décision, petit frère, dit-elle, et je ne te prends pas de haut. En fait, je suis contente que tu aies senti que tu pouvais d'abord me parler. Souviens-toi, tout le monde n'est pas aussi intelligent que toi. Tu as raison, dit-il. Tout va bien de ton côté? Demanda-t-elle. Elle a été très irritable ces derniers temps, et notre temps à deux est presque nul, dit-il. Oui, je comprends comment cela pourrait arriver, dit Lisa. Sois juste patient, Ron. Elle traverse beaucoup de choses en ce moment, et elle a besoin de ton soutien. Accroche-toi. Les choses s'arrangeront. Tu verras. J'espère que tu as raison, dit-il. Merci d'avoir pris le temps de me parler. À tout moment, petit frère, dit-elle avec un sourire. Quelques semaines plus tard, Ron et Nicole étaient à une réunion d'entreprise. Ron discutait avec plusieurs collègues, mais quand il regarda autour de lui, il ne vit pas Nicole. Où est-elle? Se demanda-t-il. Elle était là il y a peu de temps. Il se promena, à sa recherche, mais ne la vit nulle part. Quelques heures plus tard, il la vit marcher vers lui. Il se dirigea vers elle, se sentant soulagé de l'avoir retrouvée. « Où étais-tu » demanda-t-il. « Je te cherchais partout. »« Oh, quelques-uns de tes collègues m'ont fait visiter un peu les lieux, » dit-elle. « Très impressionnant. Je comprends maintenant pourquoi tu aimes passer autant de temps ici. » Les choses sont revenues à la normale, et 2 semaines plus tard, un ami lui annonça la mauvaise nouvelle. Ron baissa la tête dans ses bras et pleura que son mariage était ruiné. Combien d'autres gars avait-elle fréquenté depuis qu'ils étaient ensemble, se demanda-t-il.
Il sortit son téléphone et appela la seule personne qui pouvait l'aider à faire face. « Salut, fils, quoi de neuf ?» demanda Mark, décrochant le téléphone. « Grand-père, je pense que Nicole me trompe, » dit Ron. « Viens et parlons, fils, » dit Mark. Ron finit de parler et se rendit chez son grand-père. Mark écouta attentivement tandis que Ron lui racontait ce qu'il avait appris. « Que dois-je faire, grand-père » demanda Ron. « Je ne sais pas par où commencer. »« Eh bien, alors, » dit Mark. « Il est temps d'utiliser ta grande intelligence. La première chose à faire est d'obtenir des preuves à présenter en justice. Une fois que nous aurons cela, tu pourras aller voir un avocat et entamer une procédure de divorce. As-tu toujours le contrat de mariage ? Oui, je l'ai, dit Ron. Mark hocha la tête. Peut-être que le tribunal prévoira une thérapie pour vous, dit Mark. Penses-tu pouvoir surmonter cela et te réconcilier avec elle ? Ron secoua la tête. Je ne pense pas, grand-père, dit-il. Elle a été vraiment méchante avec moi ces derniers temps. Et elle rentre bien après minuit presque tous les soirs. Eh bien, nous devrons peut-être engager un détective privé pour la surveiller, dit Mark. Je connais quelques bons dans le quartier, donc je m'occuperai de ça. As-tu la clé de secours de la maison que je t'ai donnée ? Ron sortit un porte-clés et remit à Mark la clé de maison supplémentaire. Il faudra câbler la maison pour l'audio et la vidéo au cas où elle ferait quelque chose à la maison. À quelle heure part-elle habituellement pour les cours ? Je crois que ce semestre son premier cours commence à 11h30, dit Ron. Elle a un emploi du temps chargé et étudie jusqu'à environ 21h30, puis elle étudie soi-disant jusqu'à tard dans la nuit. J'ai parlé à Lisa et elle a dit que ce n'est pas trop inhabituel compte tenu de ses cours. Fit Mark. Nous saurons bientôt la vérité. En attendant, il faut que tu restes calme. Essaie d'agir normalement avec elle. Ne rentre pas en confrontation avec elle ou ne commence pas à l'accuser tant que nous n'avons pas de preuves. Et ne fais rien de stupide. Je ne le ferai pas, dit Ron. Tu sais, je suis content d'entendre que tu parles à Lisa, dit Mark. Peut-être devrais-tu passer plus de temps avec elle. Elle a vraiment mouru depuis qu'elle est partie de la maison. Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose à la maison ? Demanda Ron. Oui, dit Mark. Mais je ne suis pas sûr de quoi exactement. Ne remue pas le passé. Elle te le dira elle-même quand elle sera prête. D'accord, j'ai compris, dit Ron. Mark passa son bras autour de Ron. Rentre maintenant et essaie d'agir normalement avec Nicole, dit Mark. Je vais appeler pour voir si nous ne pouvons pas commencer demain. Je te tiendrai au courant. Je suis vraiment désolé d'apprendre cela. Je pensais que Nicole était une fille merveilleuse. C'est difficile pour moi d'imaginer qu'elle ait pu te faire ça. Mais ne t'inquiète pas. Quoi que nous découvrions, nous surmonterons cela. Merci, grand-père, dit Ron avant de partir. En rentrant chez lui, il remarqua que Nicole était toujours absente, ce qui n'était pas rare ces jours-ci. Une idée lui vint et il prit une petite webcam de sa réserve et l'installa dans la chambre, pensant que s'il se passait quelque chose là-bas, il le capturerait. Elle était assez discrète pour que Nicole ne la remarque pas tout de suite. La caméra se déclenchait au moindre mouvement et commençait à enregistrer s'il se passait quelque chose dans la pièce. Il descendit au laboratoire et vérifia le fonctionnement de la caméra, puis se mit au travail sur son projet personnel pour s'occuper. Après avoir vérifié l'état de ses rats de laboratoire, il remarqua que la dernière modification de sa formule durait plus longtemps que les précédentes et, encore mieux, ne provoquait aucun effet secondaire négatif. Il fit quelques calculs et décida de se tester à nouveau. Il savait que c'était risqué, mais il sentait que c'était nécessaire. D'abord, il mesura ses constantes vitales, son pouls, sa respiration, son taux d'oxygène et sa tension artérielle, puis il s'administra une petite dose du médicament. Il fallut environ 45 minutes avant qu'il ressente la sensation de brûlure familière qui lui indiquait que le médicament agissait. Il enregistra à nouveau les mesures et fut soulagé de constater qu'elles étaient toujours dans les limites normales. Il se rendit à l'arrière du laboratoire où étaient entreposés ses équipements de gym. Il enfila un short et un t-shirt et commença à s'entraîner sur le sac de frappe. Après avoir passé un certain temps sur le sac,
il constata que sa force et son endurance avaient considérablement augmenté. Il prit une douche rapide et remonta à l'étage, en verrouillant les portes de son laboratoire. Selon ses calculs, il restait environ une demi-heure avant le retour de Nicole à la maison. Aujourd'hui, cependant, elle le surprit et rentra 15 minutes plus tôt que d'habitude. « Bonjour, l'étrangère, dit-il lorsqu'elle entra. Content de te voir rentrer tôt pour une fois. Si je suis accueillie comme ça en rentrant tôt, je vais commencer à le faire tous les soirs, dit-elle. D'où ça sort ça? Tu me manques, c'est tout, dit-il. Comment se passe l'école? Bien, répondit-elle. Il y a surtout des quiz. Les examens arrivent bientôt. Eh bien, alors, pourquoi ne pas passer à autre chose? Comme quoi? Demanda-t-elle. Comme parler de notre soirée? Dit-il en montant les escaliers. Tu veux dire, commença-t-elle. Dit-il. Tu es sûr de ne pas avoir pris le test? Tu es sûr de ne pas avoir pris quelque chose? Demanda-t-elle. Tu as l'air, enfin, je ne sais pas, différent. Régime et exercice, dit-il. Nous ne nous voyons pas si souvent, donc naturellement je te semble un peu différente. Comme ça, elle demanda. Honnêtement, je ne me souviens pas que ce soit comme ça. Mais je ne me plains pas. Je suis content, dit-il. Peut-être, pensa-t-il, que cela l'empêcherait d'échouer. Ou peut-être pas. Au moins, cela lui donnerait matière à réflexion. Tu sais, tu es la seule femme dont j'ai besoin. Il sentit qu'elle tressaillait légèrement, probablement par culpabilité. Et tu es le seul homme dont j'ai besoin, dit-elle. Vraiment? Demanda-t-il. Elle le regarda avec surprise. Est-ce qu'il sait vraiment? Se demanda-t-elle. Bien sûr qu'il sait, Ron, dit-elle. Je t'aime, et toi seul. Je suis content de l'entendre, dit-il. Moi aussi je t'aime, et toi seul. Mon cœur se briserait si quelque chose changeait. Elle tressaillit légèrement quand il dit cela et le serra plus fort contre elle. Ça briserait aussi mon cœur, dit-elle doucement. Il l'embrassa sur le front. Pourquoi ne pas prendre le week-end et s'éloigner de tout un moment, dit-il. Peut-être renouer avec nous-mêmes. J'aimerais ça, dit-elle. Peut-être à la fin du semestre. J'ai des examens qui arrivent, et j'ai vraiment besoin d'étudier. Je comprends, dit-il. N'oublie pas, si je peux t'aider en quoi que ce soit, fais-le-moi savoir. Merci, mon chéri, dit-elle. Je le ferai. Je pense qu'on devrait aller dormir, dit-il. Je dois arriver un peu tôt au bureau. Ça me va, dit-elle. Passe une bonne nuit. Je t'aime. Bonne nuit, ma chérie, dit-il. Je t'aime aussi. N'oublie pas, je rentrerai assez tard ce soir. J'ai beaucoup d'études à faire, dit-elle le lendemain matin. Je comprends. Ne sois pas en retard, dit-il, en souriant. Elle lui rendit son sourire. J'essaierai, dit-elle. L'après-midi, il reçut un texto de Marc, connecté et prêt à partir, détective privé sur l'affaire. Reçu, répondit-il par texto. Partie 2 après une journée assez productive au travail, Ron rentra chez lui et se connecta à son ordinateur de laboratoire pour voir si sa webcam avait capturé quelque chose. Elle avait effectivement capturé son rendez-vous avec elle la veille au soir. Il a avancé rapidement à travers tout cela et espérait qu'il n'y avait rien de plus à cela. Dans son esprit, la seule chose qui aurait dû être capturée était elle se préparant pour l'école et changeant les draps du lit. Mais la caméra a capturé autre chose. Environ 30 minutes après son départ, la caméra s'est rallumée alors que Nicole entrait dans la pièce, suivie de son père et de ses 2 frères. « Qu'est-ce qu'ils font là ?» se demanda-t-il. Nicole s'est assise sur le lit et les 3 hommes se sont déshabillés. « Je ne pense pas pouvoir faire ça ce soir, les gars, » dit-elle dans la vidéo. « Pourquoi diable pas ?» demanda George. « Les choses ont changé, » dit-elle. « Que veux-tu dire par « les choses ont changé » demanda John. « Je ne sais pas exactement, mais je pense que Ron soupçonne quelque chose, » dit-elle. « Quoi exactement ?» demanda Bob. « Ouais, comme quoi ?» intervint George. « Vous ne l'avez pas vu hier soir, » leur dit-elle. « Il était complètement différent. Que lui as-tu laissé faire ?» demanda John. « Alors que nous t'avions spécifiquement demandé de le tenir à l'écart pendant une semaine. »
Je n'avais pas le choix, dit-elle. Il était comme une version plus douce de vous les gars, dit-elle. Il était plus confiant. Il fait quelque chose dans son laboratoire, dit Bob. Nous devons y aller et découvrir ce qu'il fait. Non, vous ne pouvez pas faire ça, dit Nicole. Il y a beaucoup de portes de sécurité, et si quelqu'un essaie d'entrer, il sera alerté ainsi que la police. Savez-vous sur quoi il travaille? Demanda George. Nicole secoua la tête. Je n'en ai aucune idée, dit-elle. Et alors? On va juste abandonner notre plan de le faire élever le bébé en pensant que c'est le sien? Demanda John. Je pense que nous devrions mettre ce plan en attente pour le moment, dit-elle. D'abord, je veux finir mes études et m'installer. Une fois que j'aurai un emploi avec des avantages, nous pourrons reconsidérer la question. Merde, cette merde, dit George. Je ne veux pas attendre aussi longtemps. Il regarda son père. Peut-être devrions-nous passer au plan B. Bob hocha la tête. Nicole les regarda. Que voulez-vous dire par plan B? Demanda-t-elle. Traiter directement avec lui, dit John. Oui, et on aura tout sur bande, dit George. Nous verrons combien de temps ce génie va tenir au travail quand nous enverrons la vidéo à son patron et à ses collègues. Les trois hommes ont ri. Tu ne peux pas être sérieux, a dit Nicole. Oh oui, nous sommes sacrément sérieux, a dit John. Et tu vas nous aider à mettre ça en place. Quoi? Demanda Nicole. Tu veux que je le piège? Oui, dit George. Et si je ne veux pas? Demanda-t-elle. Alors nous lui raconterons simplement ta journée de mariage, dit John. Les trois hommes ont ri. Ensuite, nous lui montrerons la vidéo. Penses-tu qu'il voudra encore te toucher? Nicole baissa les yeux, gênée. Et ton grand-père? Demanda Nicole. Il ne te laissera jamais t'en sortir comme ça. Oui, dit George. Il a une hypothèque sur la maison. Il nous mettra à la rue ou en prison en un rien de temps. Laisse-moi m'occuper de papy, dit Bob. George et John hochèrent la tête. Alors, salope, dit John, es-tu partante ou devons-nous t'emmener de l'autre côté de la ville? Ne le touchez pas, je vous en prie, supplia-t-elle. Quand veux-tu le faire? Bientôt, dit George. Je te tiendrai au courant. En attendant, tu joues la bonne épouse aimante pendant que nous préparons tout. On ne veut pas que le petit morveux se doute de quelque chose. Compris? Nicole hocha la tête, une larme coulant sur sa joue. J'ai compris, dit-elle doucement. Bien, dit George. Nicole se retrouva enfin seule, et tandis que Ron observait, elle enfouit sa tête dans ses mains et sanglota. La vidéo prit fin quand elle se leva enfin et se dirigea vers la salle de bain. Ron la copia sur une clé USB et, réalisant qu'il venait d'assister à un crime en cours, sortit son téléphone pour appeler la police et avertir Mark. Mais il n'eut jamais l'occasion d'appeler. Le téléphone sonna alors qu'il le tenait. Il vit que c'était Lisa qui appelait et répondit. « Ron, Dieu merci je t'ai trouvé, » dit-elle. « Tu dois te rendre à l'hôpital tout de suite. »« Qu'est-ce qui se passe, Lisa ?» demanda-t-il. « C'est papy, » dit-elle. « Il a été blessé par balle. Il a déjà été opéré, mais les choses ne semblent pas bonnes. S'il te plaît, dépêche-toi de venir ici. Je te retrouverai aux urgences. » Ils ont fini de parler et Ron a couru dans les escaliers, fermant les portes du laboratoire. Il s'est rendu à l'hôpital aussi vite qu'il le pouvait et a retrouvé Lisa dans la salle d'urgence. Elle a pris sa main et l'a conduit en soins intensifs où Mark était allongé. Ses yeux étaient fermés et sa respiration était saccadée. Des tubes et des fils étaient attachés à son corps et Ron pouvait voir que ses signes vitaux étaient perturbés. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» a-t-il demandé à Lisa. Selon la police, il a été pris dans une fusillade entre deux gangs rivaux, a-t-elle dit. Il a été touché plusieurs fois. Ça ne sent pas bon. Ron a acquiescé et a commencé à surveiller les indicateurs. Il a tiré une chaise et s'est assis à côté de Mark et de Lisa. Elle a posé sa tête sur son épaule et a pleuré. Ron a passé son bras autour d'elle et a essayé de la réconforter. Soudain, Mark a eu un soubresaut dans son lit. Ron et Lisa ont regardé ses signes vitaux et ont reconnu les signes d'une crise cardiaque. Soudain, une annonce de code bleu a retenti et la pièce s'est rapidement remplie de personnel médical.
Ron et Lisa se sont écartés pendant qu'ils travaillaient, mais tout a été en vain. Ils ont vu les signes vitaux de Mark chuter et rien de ce que les techniciens ont fait n'a aidé. Le médecin l'a examiné une dernière fois et a noté l'heure du décès de Mark dans un dossier. Ils l'ont débranché des équipements médicaux, ont tiré un drap sur son visage puis sont partis. Ron était à genoux près de Mark, des larmes chaudes coulant sur son visage. Lisa sanglotait avec lui, posant sa main sur l'épaule de Ron. Alors que Ron pleurait la perte de son grand-père, une rage grandissait en lui. La colère continuait de monter en lui jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus. Soudain, il a jeté sa tête en arrière et a laissé échapper un cri glaçant. Lisa s'est reculée, choquée. Plusieurs infirmières sont venues en courant pour voir ce qui se passait, mais à ce moment-là, Ron s'était calmé. « Il faut que je sorte d'ici », a dit Ron. « Je t'appellerai demain. S'il te plaît, appelle », a dit Lisa avec crainte. Elle n'avait jamais vu Ron dans cet état auparavant et était très inquiète pour lui. Ron est sorti de la pièce à rideaux et s'est dirigé vers la porte. Il a été accueilli dehors par son père, qui se tenait devant la porte. Il a été accueilli dehors par son père et ses frères. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Bob. Ron l'attrapa par le col et le projeta violemment contre un camion à proximité, la haine dans les yeux. « Comme si tu ne le savais pas ?» demanda-t-il. Bob secoua la tête. Il n'avait jamais vu Ron aussi physiquement fort auparavant. « Non, je ne sais pas, » dit-il. « Je ne sais vraiment pas. Si jamais j'apprends que tu as eu quelque chose à voir avec le fait que grand-père ait été blessé par balle, je te jure devant Dieu. »« Je ne sais pas ce que je te ferai, » grogna-t-il. « Non, je t'en prie, Ron, fais-moi confiance. »« Je n'y suis pour rien, » plaida-t-il. Ron le plaqua de nouveau au sol et, du coin de l'œil, vit George commencer à s'en prendre à lui. Le coup ne toucha jamais sa cible car Ron le mit à terre d'un coup de poing au visage. Ron regarda John avec colère dans les yeux. « Tu veux aussi souffrir, enfoiré ?» grogna Ron. John secoua la tête, les yeux écarquillés. Il tendit les bras devant lui. « Qui est ce fou ?» pensa-t-il, regardant son petit frère. « Non, Ron, je t'en prie, plus, » dit-il. « Alors reste loin de moi, » dit Ron. Il regarda Bob. « Vas-tu t'occuper des funérailles de ton père ou vais-je devoir le faire pour toi ?»« Je m'en occuperai, » dit Bob en se levant. « Je suis désolé, Ron, vraiment. Je sais à quel point ton grand-père comptait pour toi. Je vais m'occuper de tout. »« Tu ferais mieux, » dit Ron avant de partir. Il appela son patron au travail et demanda un congé parental. « Je suis désolé, Ron, » dit son patron. « Prends les 5 prochains jours. Nous nous en chargerons. »« Merci, patron, » dit Ron avant de raccrocher. Il monta dans sa voiture et rentra chez lui, pensant à sa vengeance. Il jura qu'il paierait tous pour ce qu'ils lui avaient fait. Alors qu'il conduisait, une partie de son esprit passait en revue des formules et des calculs tandis que l'autre se concentrait sur la route. C'était quelque chose qu'il avait maîtrisé il y a quelque temps déjà, et maintenant c'était devenu pour lui une seconde nature. Son visage se déforma en un sourire mauvais alors qu'un plan lui vint à l'esprit. « Oh, ouais, pensa-t-il pour lui-même. Tous ces salauds paieront pour leur trahison. » De retour chez lui, il a éteint toutes les caméras et est allé dans son laboratoire, des formules fourmillant dans sa tête. Il s'est immédiatement mis au travail, sachant qu'il n'avait pas beaucoup de temps. Il a vérifié quelque chose de ses expériences précédentes dans sa vaste bibliothèque informatique et a apporté les ajustements nécessaires. La première solution devait simplement fonctionner car il n'y avait pas de temps pour vérifier ou reformuler. Il a travaillé comme un homme possédé jusqu'à ce qu'il obtienne enfin la composition qu'il cherchait. Regardant autour de lui, il a trouvé une autre chose qui aurait dû faciliter son travail et l'a mise de côté. Il a pris quelque chose qui ressemblait à un bassin à dinde et a aspiré une bonne dose de la solution qu'il venait de créer, puis l'a mise de côté. Maintenant, il ne restait plus qu'à attendre. Il n'a pas eu à attendre longtemps. Il a entendu la voiture de Nicole entrer dans le garage. Attrapant ce dont il avait besoin, il a couru en haut des escaliers et dans la cuisine. Il a versé un verre de Xérès à Nicole, sachant qu'elle voudrait le boire avant d'aller se coucher.
Il s'est retourné avec le verre dans les mains alors que Nicole entrait dans la maison par le garage. « C'est pour moi ?» a-t-elle demandé, en tendant la main vers le verre. « Bien sûr », a-t-il répondu, en lui tendant le verre. « Comment était ta journée ? » « Assez chargée », a-t-elle soupiré, en sirotant son verre. « Nous avons passé en revue tout pour. » Elle a laissé tomber le verre et a failli tomber par terre, mais Ron l'a rattrapée avant qu'elle ne s'évanouisse. Il a appliqué le remède. Parfaitement. Il est descendu et s'est affalé sur le futon dans son laboratoire. Fin de la première partie. Veuillez écrire dans les commentaires si vous attendez la deuxième partie. N'oubliez pas également de cliquer sur le bouton de notification pour recevoir les alertes concernant les nouvelles histoires sur la chaîne. À bientôt dans la prochaine vidéo.